Merci. Hein. Ah, pardon, il y a une interruption. Ah, d'accord. Vous êtes toujours là? Oui, Allô? monsieur. Ah, parfait, Oui, parfait. On est arrivé où là? On s'est coupé là. Vous avez compris, on est arrivé à l'ompédectomie chirurgicale, c'est ça? Allô? Est-ce que vous oui, m'entendez? Très oui, bien, monsieur. parfait. Est-ce que vous arrivez à suivre là? On est Oui, arrivé jusqu'à donc j'ai dit donc j'ai parlé, je reviens un petit peu en arrière. Je disais donc tout à l'heure que donc l'ompédectomie, donc c'est donc ce geste l'ompédectomie, que ce soit endoscopique ou chirurgical, et en fonction de la classification écho-endoscopique, c'est ça? Vous êtes avec moi? oui, Très bien. Moi, j'ai dit une fois, donc, si la tumeur, bien sûr, c'est votre tumeur, donc envoyez bien sûr votre muqueuse. Là, vous serez obligé de faire un geste lourd qui s'appelle la didynopancréatectomie céphalique. Donc, tout est tributaire de la classification endoscopique. D'accord? Je passe. Très bien. oui, monsieur. Très bien, je suis en train d'expliquer. Je vous ai montré ici donc une deuxième image, une première image pour une papillectomie. Juste, on enlève la papille. Ça, c'est un geste qui, pour une tumeur bénigne, n'est pas indiqué pour une tumeur maligne. Ici, c'est le deuxième. On enlève un petit peu qu'on enlève toute l'ampoule. Donc, le carrefour, ici, c'est la terminaison du cholédoque. Ici, la terminaison du versung. Ça, c'est votre ampoule de Vater, qu'elle est là. D'accord? Là, c'est votre sphincter. Et ça, c'est votre papille qui est là. D'accord? On fait ici une ompédectomie par voie endoscopique. Ici. On resecte toute cette sphère-là. D'accord? Toute cette sphère par voie endoscopique. Ça, c'est le principe de l'ompédectomie. L'ompédectomie, là, c'est une ompédectomie chirurgicale par contre. D'accord? Alors, après avoir, donc, bon, par voie d'abord une sous-costale droite, on passe donc dans le cholédoque ici, on repère pour pouvoir, on envoie un bikini, plutôt un repère ici pour pouvoir repérer votre papille. Quand on repère la PP, on prend, bien sûr, on fait tout en faisant bien sûr une incision là longitudinale sur le duodonotomie, on ouvre le duodenum, on voit la papille. Cette papille, elle est repérée au préalable par un guide là, qu'on envoie ici. On ouvre, puis, d'accord, on fait une incision arciforme, on voit un petit peu cette incision là, circulaire, donc il y a 1 centimètre, bien sûr, de la papille, de part et d'autre. Donc, il faut respecter des marges de sécurité, Puis, on passe, on resecte, on libère toute cette sphère, toute la papille, toute l'ampoule. Vous voyez un petit peu ici, c'est la terminaison du cholédoque, ici, la terminaison de versung. On va couper ici, on coupe à distance. Voilà, on a coupé, d'accord. Puis, on fait une réimplantation du cholédoque, de la terminaison du cholédoque et du versung en même temps. On a réimplanté, voilà, vous voyez un petit peu qu'on a réimplanté notre cholédoque après avoir fait une ompélectomie chirurgicale. On a réimplanté le cholédoque terminal ici, puis réimplanter aussi le versung, puis on va fermer. On va fermer notre duodonotomie. On ferme notre duodonotomie, voilà, un petit peu. On met une sonde, souvent une sonde trice là, pour éviter les sténoses post-opératoires du versung, ici. Là, très bien. Et on a fermé carrément la duodonotomie et on a fait une dérivation, donc une anastomose entre l'estomac et l'anse intestinale. Là, ça, c'est pour mettre ça au repos, pour protéger cette suture-là, pour protéger toute cette suture, pour court-circuiter ce bol, donc le liquide, donc le contenu gastrique, pour qu'il y ait anastomose, pour protéger cette suture et pour protéger ce qu'on a fait ici. Ça, c'est une gastro-entéro-anastomose. D'accord? Et on termine, bien sûr, tout en envoyant la pièce à l'anapathe pour pouvoir un petit peu faire une classification anatomopathologique définitive, et c'est elle qui va nous prédire de tout, donc les indications, est-ce qu'il y a une indication d'un traitement adjuvant au traitement, ou est-ce qu'on était carcinologique, est-ce que les marches saines étaient suffisants, est-ce que, d'accord? Bah, ça, c'est l'étude anatomopathologique qui va nous donner tout ça, d'accord? Ça, donc après le traitement curateur, donc radical, et donc on peut, si votre bien, peut se permettre d'un traitement, donc l'endoscopie, pardon, elle peut être
à titre palliatif. Si la tumeur elle est inextirpable, elle envoie un petit peu les organes de voisinage, elle est jugée inextirpable, on peut se permettre de faire une désobstruction de la voie biliaire, mettre carrément une prothèse ou on peut mettre une prothèse ou un stent, ou bien sûr mettre carrément un stent aussi. Donc on fait une désobstruction digestive et biliaire. D'accord? Donc comme on peut faire carrément donc une destruction au laser, une photothérapie ou carrément faire une sphinctérotomie à titre palliatif. Donc le traitement peut être aussi à titre palliatif. Alors, pour conclure, il faut dire que les tumeurs de l'empélome de Vater sont, j'ai dit donc 4 plus de 9 sur 10 sont des adénocytes malignes de type adénocarcinome. Et il faut savoir que la majorité, donc que la séquence adénome, dysplasie, cancer, donc elle est prouvée. Et la majorité passe par cette séquence adénome, dysplasie, cancer. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de dépistage systématique, dépistage de l'intérêt de dépistage, qui donc surtout c'est donc sur les terrains donc de sujets à risque, les terrains familiales, dans le cadre de la PAF, de la polyadénome familiale, polypose adénomatose familiale, ou dans la maladie de la Hagg-Graham, dans les neurofibromatoses, le dépistage, la recherche de cette dysplasie, la recherche de la dégénérescence à ce niveau-là, il est systématique. Les formes, donc le diagnostic dans les formes précoces est assuré par l'intérêt par l'écho-endoscopie, bien sûr, qui permet bien sûr de poser le diagnostic par des biopsies. Il faut savoir que le traitement de l'empélome de Vater est fonction des stades évolutifs de la maladie. Ici, l'écho-endoscopie est le meilleur examen de choix qui peut nous donner cette classification exacte, d'accord? Classiquement, bien sûr, c'est vrai, classiquement représenté par la DPC, par un geste très lourd, qui est la dédénopancréatectomie cérébralique, mais il peut être quand même, si vous êtes, donc on a ce moyen diagnostique performant, qui est l'écho-endoscopie, on peut se permettre d'être un petit peu mini-invasif et faire carrément soit une endoscopie, plutôt par une empélectomie endoscopique, ou chirurgicale, bien sûr, donc radical, peut être radical ou curataire par cette méthode-là. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour vous entendre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Hakim, oui. Oui, plus fort, vous parlez plus fort parce que je vous entends très très mal. Alors. Oui. Hakim, concernant le cours précédent. Quel cours précédent? Quel cours? L'appendicite. Ah, est-ce qu'on peut poser des questions? Moi, je porte pas de... On pose des questions sur l'empélome, mais je repasserai sur l'appendicite. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Tu as une question sur l'appendicite? Tu as une question sur Docteur? Oui. S'il n'y a pas de question sur l'empélome, tu peux me la proposer. Il n'y a pas de souci. Vous attendez 2 minutes, juste on donne le temps à vos collègues. S'il y a des questions sur l'empélome, je réponds. Sinon, tu peux poser votre question. Garde-la. D'accord. Docteur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions sur Docteur? l'empélome? Oui. Oui, je vous entends. Si on fait une ampulectomie, oui. Est-ce que la bile va pouvoir... L'appeler? La bile. La bile. Oui. Est-ce qu'il y aura le passage de la bile? Bien sûr, tout à fait normal. Il y aura le passage de la bile parce vous avez remarqué qu'on a dit, on fait une empélectomie, on fait une réimplantation. C'est tout à fait normal. On ne fait pas de dérivation. On fait une réimplantation du cholédoque. C'est par le cholédoque que la bile passe dans le dédianum. On résèque à distance, on enseigne, on résèque et le cholédoque terminal et toute l'ampoule, bien sûr, toute l'ampoule. Donc, elle comprend le cholédoque terminal et la partie terminale du versant. Et on réimplante les deux canaux sur le même orifice, sur le même endroit. Donc, on aura un flux biliaire la bile qui passera et le liquide pancréatique qui va passer dans le tube digestif normal. C'est ça? J'ai répondu à ta question? Oui, merci. De rien. On peut se Docteur? Pardon?
Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y, je t'écoute, moi. Euh, Lorsqu'on fait une ampulectomie, Oui. comment on va pouvoir reconstruire un autre sphincter? Sinon, la bile, si elle va s'écouler, elle va passer de façon continue ou bien… Elle passe de façon continue. C'est ça l'inconvénient. C'est ça l'inconvénient. Vous avez le sphincter dodé, donc il ne s'ouvre pas tout le temps. Il n'est pas tout le temps béant. Il n'est pas s'ouvre tout le temps. Il s'ouvre entre les bols. Quand il y a un passage du bol alimentaire. Quand le bol alimentaire passe de l'estomac vers le duodénum, vers le D3, D4, D1, donc il s'ouvre là. Il s'ouvre au contact des éléments. C'est vrai? Et entre-temps, la bile se remplit. Donc il y a un réservoir qui est la vésicule. La vésicule, elle chasse sa bile dans le tube digestif entre les repas. Quand il y a un passage du bol alimentaire, du liquide, des aliments. C'est ça l'inconvénient. Il n'y aura pas de sphincter, il y a passage direct. C'est ça. Certainement, il y aura quelques séquelles comme la dyspepsie, comme le reflux. Certainement, c'est une bonne question, oui. Et lors de l'intervention chirurgicale ou bien endoscopique sur cette partie-là, il y aura pas d'effet sur le pancréas et sur les voies pancréatiques. Des complications post-opératoires peuvent exister, des pancréatites, on peut avoir des complications, on peut avoir, mais l'essentiel, on prend toutes nos précautions parce qu'on passe dans le duodénum. Mais oui, des problèmes sur le pancréas, il n'y aura pas de problème. Généralement, mais ça peut exister. On a assisté à des pancréatites post-opératoires, oui. Ça existe, des complications, c'est des complications qui peuvent se voir. Mais elle n'est pas toujours là, la complication. Vous avez compris? Oui, merci. Il peut avoir des pancréatites. Quand on fait, par exemple, une sphinctérotomie endoscopique, les complications spécifiques de cette sphinctérotomie endoscopique, par exemple, on fait un sphinctérotomie pour autre chose, pour un petit calcul biliaire ou autre, ou un calcul biliaire, on fait une sphinctérotomie. On peut provoquer une perforation, comme on peut faire de l'hémorragie, il y a des pancréatites qui apparaissent, qui peuvent survenir après toute sphinctérotomie endoscopique. Enfin, c'est ça. Ah, d'accord. Les inconvénients, Oui. les complications spécifiques de la sphinctérotomie. Il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'endoscopie sans risque. Hein. Il y a combien? Oui. Les complications existent, mais ils ne sont pas nombreuses. D'accord? Bon, heureusement qu'ils ne sont pas là tout le temps. Allez, vas-y encore. Une autre question sur l'empilon? S'il n'y a plus de questions, mademoiselle, tu peux poser ta question sur les appendicites. Hein. Tu m'entends? D'accord. Oui. Hakim, c'est quoi l'intérêt du drainage et est-ce qu'il est indispensable pour toutes les formes d'appendicite? Non, il n'est pas indispensable le drainage. Il n'est pas indispensable. On peut se passer du drainage. Maintenant, il n'est pas systématique. Et donc, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt du drainage? Le drainage, quand vous tombez sur une appendicite compliquée, quand il y a un épanchement, quand on craint une complication, une suppuration post-opératoire, là, on est obligé de mettre un drain. Par exemple, quand on fait une appendicectomie sur une appendicite avec une base inflammatoire, très inflammatoire, on est obligé de faire une résection, on appelle tout l'appendice, et quand on fait une dissecture sur une sycome, c'est un sycome inflammatoire, il y a un risque de lâchage de suture. Là, on est obligé de mettre un drain. On met un drain parce qu'on craint une fistule, d'accord? Il y a un drainage, c'est un œil sur un abdomen post-opératoire, d'accord? Mais il n'est pas systématique. Il n'est pas systématique. On n'est pas obligé. Maintenant, on a tendance à oublier ce drainage. Il n'est pas, même pour les grandes interventions, hein, il n'y a pas que l'appendicite, mais pour les cholécystites, pour les vésicules, pour les péritonites par perforation d'ulcère, ou un petit peu une perforation d'ulcère, il y a toute une cavité abdominale qui est inondée par du pus. Depuis, on fait un lavage étendu, on fait un lavage important, avec 5 à 10 litres parfois. Parfois, on ne draine pas. Hein. On dit qu'on ne draine pas, on ne peut pas drainer. Hein. Même pour une gastrectomie totale, pour un geste très lourd, une hémicolectomie. D'accord? Il n'est pas systématique maintenant le drainage. On revient sur le drainage. D'accord? D'accord, merci. Hakim, il garde ses indications, mais il n'est pas systématique. Oui?
D'accord. Hakim, il y a une autre étudiante, apparemment, qui a le traitement médical de l'appendicite. Oui, le traitement médical, il existe. Et actuellement, il est en vogue. Il y a des études qui sont faites, qui sont en cours, faites déjà. Il y a des communications, il y a des publications qui ont été faites pour le traitement médical. Mais il faut savoir que le traitement, il a 6 indications. Il a 6 indications. Le traitement médical existe, il a 6 indications. D'accord. Dans les indications, dans les appendices, il y a des appendices, on les sépare en 2 volets, en 2 parties, donc il y a 2 lots. Il y a des appendices simples, les appendices compliqués. Les appendices simples, on peut traiter. On peut se permettre de les traiter médicalement. Une appendicite. Vous n'avez pas le droit de mettre malade sous traitement médical et vous optez pour un traitement médical si votre appendicite est compliquée. Par exemple, elle fait une péritonite. Elle fait par exemple un abcès appendiculaire, si le traitement est chirurgical là. Quand l'appendice il est simple, il n'y a pas de collection, donc on peut se permettre, un malade ainsi jeune, et il faut expliquer au malade que tu as, c'est un malade à risque, un risque chirurgical, un malade cardiopathe qui a une morbidité, qui a une cardiopathie, donc il risque de décompenser, ce traitement et tout, malade sous anticoagulant, par exemple, un malade qui est porteur d'une valvulopathie, par exemple, c'est un malade à risque, c'est ça. C'est un malade à risque. Là, auquel des cas, il faut arrêter pour l'opérer. Pour pouvoir l'opérer, il faut arrêter son centran. Il faut faire comment on appelle ça, un relais par des HPPN. Puis vous arrêtez son traitement et vous l'opérez. Et si quand même, il reste un malade à risque. Ce malade à risque, on peut indiquer chez lui, par exemple, un traitement médical de l'appendicite. Mais il faudra expliquer au malade qu'il y a un risque de récidive. Il peut faire une autre appendicite. D'accord? Vous avez compris? Oui. Il peut faire une il faut l'expliquer. Merci, merci. D'accord. De rien, Ben. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Y a-t-il une autre question? Apparemment, il n'y a pas. Apparemment, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Donc, je vous dis bon confinement. D'accord? Restez prudents. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà.